Bonjour, chers amis auditeurs et auditrices. Je suis Hervé Choseville à l'antenne. Je suis heureux de vous retrouver pour Panorama Info. Comme je vous l'avais brièvement annoncé la semaine dernière, le président Pierre Nkurunziza du Burundi est décédé le 8 juin dernier de manière inopinée, pour reprendre la terminologie officielle. Âgé de 55 ans seulement, il devait achever son troisième et dernier mandat en août prochain. L'élection présidentielle avait d'ailleurs déjà eu lieu le 20 mai dernier et le candidat désigné par le parti de Pierre Nkurunziza l'avait largement emporté avec 69,41% des suffrages. Évariste Ndayishimiye, 52 ans, est un général issu de l'ancienne rébellion Hutu. Il faisait face à 6 autres candidats. Selon les termes de la Constitution, en cas de vacance de la présidence de la République, c'est le président de l'Assemblée nationale qui devait assurer l'intérim, avec pour tâche principale d'organiser au plus vite une élection présidentielle. Or, cette dernière ayant déjà eu lieu, la Cour constitutionnelle a estimé, le 12 juin dernier, qu'une période d'intérim n'était pas nécessaire et elle a ordonné d'investir le plus rapidement possible le président élu. L'investiture est prévue pour le 18 juin. Cependant, toutes les incertitudes n'ont pas été levées. La mort de Pierre Nkurunziza est intervenue alors que le pays, comme le reste du continent africain et même le reste du monde, devait faire face à la pandémie du Covid-19. Le défunt président n'avait pas opté pour des mesures de confinement, comme cela a été le cas au Rwanda, en République démocratique du Congo ou en Ouganda. Profondément croyant, Pierre Nkurunziza clamait haut et fort que son pays était protégé par Dieu. Même le championnat de football avait continué normalement, devant des stades remplis, et l'élection présidentielle du 20 mai n'avait pas été reportée. Elle avait d'ailleurs été précédée d'une campagne électorale normale, avec de grands rassemblements à travers tout le pays, des rassemblements qui drainaient de grandes foules. C'est cette situation qui a suscité de très nombreuses rumeurs, jamais confirmées. D'abord, on a appris que l'épouse du président aurait été, j'utilise le conditionnel, aurait été atteinte par le virus et aurait été évacuée vers un hôpital de Nairobi. Puis, lors de l'annonce du décès inopiné de Pierre Nkurunziza, ces mêmes rumeurs ont prétendu que le président aurait succombé au Covid-19. D'autres rumeurs ont même prétendu que le président élu était lui aussi atteint. Cette dernière rumeur devrait pouvoir être confirmée ou démentie le 18 juin. Si Évariste Ndayishimiye est investi publiquement ce jour-là, le peuple burundais saura qu'il s'agissait de rumeurs mensongères, très certainement orchestrées de l'extérieur. La passation de pouvoir aurait dû être une grande première dans l'histoire du Burundi, puisque pour la première fois, un président élu devait transmettre pacifiquement et constitutionnellement le pouvoir à un président qui lui aussi avait été élu. On ne peut donc qu'espérer que la mort prématurée du président sortant ne remette pas en question la paix et la stabilité de ce petit pays de l'Afrique des Grands Lacs, dont l'histoire contemporaine a été marquée par tant de sanglantes tragédies. Pierre Nkurunziza, né d'un père Hutu et d'une mère Tutsi, était un autocrate qui semblait persuadé d'avoir été choisi par Dieu pour sauver et diriger le Burundi. Il est d'ailleurs membre d'une église évangélique et l'on prétend même qu'il serait pasteur, qu'il était pasteur. Cependant, et à la surprise générale, il avait eu la sagesse ô combien rare sur ce continent de décider de passer la main, alors que son âge aurait pu lui permettre d'envisager 4 ou 5 réélections, comme cela est le cas depuis plusieurs décennies au Rwanda
et en Ouganda voisin. Je vais maintenant revenir brièvement sur ce pays et son histoire, pays que j'ai bien connu pour y avoir vécu et travaillé pour le Programme alimentaire mondial pendant quelques mois, à la fin de 1997 et au début de 1998. Je l'ai beaucoup aimé pour la beauté de ses paysages, des collines verdoyantes et des montagnes plongeant dans les eaux bleues du magnifique et immense lac Tanganyika, véritable mer intérieure. Mais mon séjour au Burundi s'était déroulé en période de guerre civile, souvent atroce. Il était difficile de circuler dans le pays sans escorte armée, et depuis mon bureau du centre de Bujumbura, j'entendais souvent le son du canon dans les montagnes surplombant la ville. À l'époque, le pays était isolé, coupé du monde, car soumis à des sanctions internationales. L'aéroport de Bujumbura était désert, étrangement silencieux, plus aucun vol commercial n'y atterrissait. Malgré tout, j'aimais bien cette ville, avec son côté station balnéaire, dû à de belles plages lacustres, où il m'arrivait d'aller nager en fin de semaine. Je garde un souvenir ému de ces moments passés à boire une bière tout en grignotant du petit fretin frit, en contemplant le coucher du soleil sur le lac et les montagnes du Congo juste en face. Cependant, la tension était vive et la haine Hutu-Tutsi insupportable. Il fallait faire attention à ce que l'on disait et à qui, et il était bien difficile de nouer des relations amicales avec les uns et avec les autres, tant la fracture entre les deux communautés était grande. L'histoire du Burundi, depuis les années qui précédèrent l'indépendance obtenue de la Belgique le 1er juillet 1962, a été très agitée et trop souvent sanglante. Le Burundi et le Rwanda sont des pays miroirs. Ce qui se passe dans l'un a toujours des répercussions dans l'autre. Ainsi, les tragiques événements de 1993 au Burundi ont-ils joué un rôle déterminant dans l'évolution dramatique de ceux du Rwanda en 1994. Les deux pays ont la même configuration. Tous deux sont peuplés par une majorité de Hutus et par une minorité de Tutsis, avec une toute petite minorité de Twa, population autochtone appartenant à la grande famille d'ethnies d'Afrique équatoriale qui furent appelés pygmées par les explorateurs. Le Burundi, comme le Rwanda, a été pendant des siècles un royaume dominé par une élite aristocratique et guerrière d'éleveurs Tutsis. Les Burundais et les Rwandais parlent la même langue, appelée Kirundi au Burundi et Kinyarwanda au Rwanda. Seul l'accent diffère un peu. L'Allemagne imposa un protectorat sur ces deux pays en 1890, les intégrant à son Afrique orientale allemande, qui comprenait déjà le vaste territoire du Tanganyika, territoire qui correspond à la partie continentale de l'actuelle Tanzanie. À l'issue de la Première Guerre mondiale, la Société des Nations confia à la Belgique le mandat d'administrer ces deux pays qui formèrent ce que les colonialistes belges appelèrent le Rwanda-Urundi. La Belgique contrôlait déjà, depuis l'aventure coloniale et prédatrice du roi Léopold II, l'immense territoire voisin, le Congo belge. Le Rwanda et le Burundi se ressemblent aussi d'un point de vue géographique. Très montagneux, ils ont à peu près la même superficie et ils sont tous deux bordés à l'ouest par un grand lac de la vallée du Rift africain, le lac Tanganyika au Burundi et le lac Kivu au Rwanda. Le Burundi culmine à 2684 mètres au-dessus du niveau de la mer. Son altitude moyenne est de 1700 mètres et le point le plus bas du pays, c'est la vallée de la Ruzizi et le lac, qui tous deux marquent la frontière avec la République démocratique du Congo et qui se trouve à moins de 1000 mètres d'altitude. Tant le Burundi que le Rwanda ont une très forte densité de population. De nos jours, le Burundi compte 12 millions d'habitants pour une superficie de seulement un peu moins de 28 000 km², soit 431 habitants au kilomètre carré. 46% de la population du Burundi a moins de 15 ans. L'habitat rural traditionnel est constitué d'enclos familiaux dispersés sur les flancs et les sommets de collines verdoyantes. L'économie du Burundi est basée sur l'agriculture et l'élevage,
et sa principale exportation est le café qui est d'ailleurs excellent. 62% des Burundais sont catholiques, tandis que 21% de la population adhèrent à différentes formes de protestantisme. Le Burundi, comme le Rwanda, connut de graves troubles politico-ethniques dès avant l'indépendance. Au Burundi, les troubles pré-indépendance culminèrent avec l'assassinat du leader de la lutte pour l'indépendance, le prince Louis Rwagasore, fils du Mwami, c'est-à-dire du roi, Mwambutsa IV. Ce prince avait fondé l'UPRONA, le parti qui venait de remporter les élections pour la nouvelle Assemblée le 18 septembre 1961. Les nationalistes burundais eurent au fait de soupçonner les services belges d'avoir monté le complot qui conduisit à l'assassinat du Premier ministre, considéré depuis lors comme le héros et le martyr de l'indépendance. Un beau monument en sa mémoire, érigé à flanc de montagne, domine d'ailleurs la ville de Bujumbura. Mais la violence ne devait malheureusement pas s'arrêter là. Le 15 janvier 1965, le Premier ministre Pierre Ngenda Doumboué, un Hutu, fut assassiné. Dans les milieux Hutus, sa mort fut attribuée à des Tutsis et des émeutes en résultèrent, aussitôt réprimées par le gouvernement. Le 8 juillet 1966, le Mwami fut déposé par son fils, Ntare V, lequel fut à son tour renversé le 28 novembre de la même année par le Premier ministre Michel Micombero, un capitaine Tutsi. La monarchie fut alors abolie et la République proclamée. Ce premier régime militaire à parti unique s'appuya sur des officiers d'origine Hima, un sous-groupe Tutsi du sud du pays. En 1969, des rumeurs de tentatives de coup d'État préparées par des Hutus provoquèrent l'arrestation et l'exécution de nombreuses figures politiques et militaires Hutus. Mais le pire advint en 1972, lorsqu'entre 100 000 et 300 000 Hutus furent impitoyablement massacrés par les militaires Tutsis dans ce qui aurait dû être considéré comme un génocide, même si ces massacres de masse ne reçurent pas à l'époque un tel qualificatif, alors qu'ils en avaient pourtant toutes les caractéristiques. Le 1er novembre 1976, un autre officier Tutsi d'origine Hima, le colonel Jean-Baptiste Bagaza, renversa Michel Micombero et initia une politique économique de grande envergure, espérant de cette façon, en satisfaisant les besoins de base de la population, réduire les tensions ethniques. Mais c'est sous son régime qu'apparurent les premiers mouvements de libération Hutus qui engagèrent la lutte armée. Une nouvelle révolution de palais se produisit le 3 septembre 1987 lorsque le major Pierre Buyoya renversa Bagaza. Chacun de ces régimes militaires successifs a eu pour caractéristique principale d'avoir à sa tête un officier Tutsi originaire de la même colline, situé dans la même commune, de la même province de Bururi, au sud du pays, et appartenant au même sous-groupe Hima. De nouveaux massacres en août 1988 firent environ 20 000 morts. Afin de tenter de mettre fin à la répétition périodique de tels massacres, le major Buyoya essaya de mener une politique dite d'unité et de réconciliation qui déboucha sur la tenue d'un référendum sur la charte de l'unité nationale le 5 février 1991. Ces gouvernements comprenaient un nombre égal de ministres Hutus et de ministres Tutsis. Mais l'armée, elle, demeurait mono-ethnique. Malgré les tentatives d'apaisement, une explosion de violence se produisit à nouveau en octobre 1991 à Bujumbura et dans le nord-ouest du pays. En cette même année, alors qu'un vent de multipartisme soufflait sur l'ensemble du continent africain, Buyoya entama un processus de démocratisation qui aboutit à des élections libres et multipartisanes. Le 1er juin 1993, le candidat Buyoya perdit l'élection présidentielle face au candidat du Frodébu, le parti d'opposition, le Hutu Melchior Ndadaye, élu avec 66% des suffrages. Le 26 juin, les élections législatives confirmèrent cette première alternance démocratique de l'histoire du Burundi. Le Frodébu devenait majoritaire à l'Assemblée. Le 10 juillet, Pierre Buyoya transmit le pouvoir au nouveau président Melchior Ndadaye. Afin de promouvoir la réconciliation entre les Hutus et les Tutsis, la Tutsi Sylvie Kinigi, issue de l'UPRONA,
fut nommé Premier ministre. Mais l'espoir suscité au Burundi et dans le reste de l'Afrique par ces élections et par cette transition démocratique fut de courte durée. La victoire électorale d'un Hutu au Burundi et sa volonté de co-diriger le pays avec des Tutsis étaient la preuve que les Hutus et les Tutsis pouvaient cohabiter pacifiquement, que ce soit au Burundi ou au Rwanda. Mais 102 jours après l'investiture de Ndadaye, dans la nuit du 21 octobre 1993, le palais présidentiel fut attaqué par des éléments du 1er bataillon blindé, appuyés par des para-commandos. Le président fut sauvagement assassiné à coups de baïonnette, ainsi que 6 de ses ministres. L'assassinat de Ndadaye et les massacres qui s'ensuivirent demeurent l'une des tragédies les moins connues de l'histoire récente du continent, car l'ampleur du génocide rwandais, quelques mois plus tard, les reléguèrent au second plan de la tragique actualité africaine de cette période. Ce putsch marqua le début d'une épouvantable guerre civile, à caractère ethnique, qui s'étendit rapidement à la quasi-totalité du territoire. À la suite de l'assassinat du président Hutu par des militaires Tutsis, des milliers de civils Tutsis furent massacrés par leurs voisins Hutus. Puis, l'armée réagit très violemment, comme en 1972, et engagea une répression terrible, massacrant des populations Hutus. On estime que ces violences causèrent la mort d'au moins 100 000 personnes, peut-être même 200 000, ce qui est un chiffre considérable si on le rapporte à la population du pays, qui en 1993 était de 6 millions d'habitants. Ces événements causèrent la fuite vers le Rwanda voisin d'au moins 600 000 Hutus Burundi. Le Premier ministre Sylvie Kinigi resta de facto à la tête du gouvernement. Malheureusement, les violences ethniques continuèrent à travers tout le pays et elle ne put faire grand-chose pour les endiguer. Le 5 février 1994, le Parlement nomma un nouveau président, le Hutu Cyprien Taryamira, issu du Frodébu. Le 6 avril suivant, le président Taryamira participa à une conférence de paix sur le Rwanda avec ses homologues de la région à Dar es Salaam en Tanzanie. À l'issue de cette rencontre, l'avion présidentiel burundais étant en cours de maintenance, le président rwandais, Juvenal Habyarimana, invita son homologue burundais à rentrer avec lui jusqu'à Kigali à bord de son propre avion. Alors que le Falcon 50 rwandais entamait son approche pour l'atterrissage à l'aéroport de Kigali, il fut abattu par un tir de missile sol-air tuant tous ses occupants, les deux présidents, l'équipage composé de 3 militaires français et de nombreux ministres et officiers des deux pays. On sait les conséquences terribles que cet attentat provoqua au Rwanda, mais on connaît moins les effets qu'il eut au Burundi, qui tentait difficilement de sortir de sa propre guerre civile. Il ne fit qu'exacerber, comme au Rwanda, la haine entre les communautés Hutu et Tutsi. Un gouvernement de coalition fut formé avec Sylvestre Tibantuganya comme président intérimaire, mais il fut incapable de ramener la paix dans un pays exsangue. Le major Buyoya reprit le pouvoir par un coup d'État auquel tout le monde s'attendait, le 25 juillet 1996. On a même dit que ce jour-là, il n'avait pas pris le pouvoir, mais qu'il s'était contenté de le ramasser. La guerre civile ne s'acheva officiellement que le 28 août 2000, lorsqu'un accord de paix fut signé à Arusha sous l'égide de Nelson Mandela. L'Afrique du Sud envoya 700 militaires pour veiller à la mise en place de l'accord et assurer la sécurité des membres de l'opposition de retour d'exil. L'accord d'Arusha entra en vigueur le 1er novembre 2001. Il prévoyait une période de transition de 3 ans, avec pour les 18 premiers mois le major Buyoya à la présidence et Domitien Ndayizeye du Frodébu au poste de vice-président, avant que les rôles ne soient interchangés. L'alternance prévue fut respectée et Pierre Buyoya céda le pouvoir au bout de 18 mois. Les différents portefeuilles du gouvernement étaient partagés entre UPRONA et Frodébu. Cet exécutif Hutu-Tutsi fonctionna, même s'il fut critiqué pour ne pas avoir réussi à modifier le caractère monoethnique de l'armée. C'est d'ailleurs pourquoi la rébellion Hutu contre l'armée à dominante Tutsi se poursuivit. Le 7 juillet 2003, les forces de cette rébellion attaquèrent Bujumbura. 40 000 habitants de la capitale durent prendre la fuite. Un accord de paix, le protocole de Pretoria, fut néanmoins signé en novembre 2003 entre le président Ndayizeye et le chef des CNDD-FDD, la guérilla Hutu. Ce dernier, qui était la principale force de la rébellion, put ainsi faire son entrée au gouvernement, au sein duquel il reçut 4 ministères et disposa également de postes de haut rang dans les autres institutions, conformément aux accords.
Au terme de ce laborieux processus de paix et de transition démocratique, des élections législatives purent avoir lieu le 4 juillet 2005, suivies par des élections sénatoriales le 29 juillet. L'ancienne rébellion Hutu du CNDD-FDD les remporta largement. L'Assemblée nationale et le Sénat élirent le leader du CNDD-FDD, Pierre Nkurunziza, président, pour un mandat de 5 ans, rééligible une seule fois. En juin 2010, il fut réélu, cette fois au suffrage universel, malgré le boycott de cette élection par l'opposition. En 2015, Pierre Nkurunziza décida de briguer un 3e mandat à la présidence, ce qui était contraire à la Constitution promulguée en mars 2005. Sa candidature fut néanmoins validée et le 25 avril 2015, il s'imposa comme candidat du CNDD-FDD à l'élection présidentielle qui devait se tenir l'été suivant. Entre-temps, une tentative de coup d'État de la part d'un général eut lieu et cette tentative provoqua de nouveaux troubles et de nouvelles tueries. Le 15 mai, après de violents combats dans le centre-ville de Bujumbura, le chef des putschistes annonça la reddition des putschistes et le président Nkurunziza put retourner au palais présidentiel. Les jours qui suivirent furent marqués par une sanglante répression de l'opposition qui fit des centaines de morts et qui entraîna la fuite de plus de 240 000 Burundais vers l'extérieur du pays. L'élection présidentielle se tint finalement le 21 juillet. Le 24 juillet, la commission électorale indépendante proclama Nkurunziza vainqueur avec 69,41% des suffrages. Cependant, la stabilité n'est pas, depuis lors, totalement revenue dans le pays. Des attaques ont lieu de temps à autre dans le nord du pays, menées par des éléments venus du Rwanda. Ces troubles sont certainement encouragés en sous-main par le régime de Paul Kagame, qui instrumentalise les réfugiés burundais se trouvant encore sur le sol rwandais. Cette opposition en exil au Rwanda dispose d'ailleurs d'une radio émettant depuis le territoire rwandais et le recrutement de réfugiés pour le compte de la rébellion dans les camps se trouvant au Rwanda a souvent été dénoncé. Depuis des mois, la commission Vérité et Réconciliation met à jour de nouveaux charniers à travers tout le pays. Les corps exhumés sont ceux des victimes des massacres de masse commis dans les années 70 et 90. Le travail accompli par cette commission permet au monde entier de saisir toute l'ampleur de ces tueries qui pourtant n'ont pas eu le droit au qualificatif de génocide, contrairement à celle de 1994 au Rwanda. Les familles endeuillées ont à présent la possibilité d'offrir une digne sépulture à leurs chers disparus. Mais surtout, la découverte de ces charniers nous permet de réaliser le long chemin parcouru par le peuple burundais depuis le retour de la paix. C'est cette paix qu'il convient de sauvegarder. Le Burundi en a grand besoin. Il ne faut surtout pas permettre à ceux qui tentent d'exploiter la mort de Pierre Nkurunziza pour remettre en cause cette paix si chèrement acquise et encore si fragile. Il fait donc espérer que le 18 juin, le président élu puisse prendre ses fonctions et poursuivre le travail de réconciliation nationale. Comme chaque fois que me parviennent des nouvelles du Burundi, de nombreux souvenirs, doux et amers, remontent en moi. Je ne peux oublier la corruption et les détournements d'aide alimentaire que j'ai découverts alors que je travaillais au Burundi pour le PAM, ni la violence qui coûta la vie à mon collègue Renato, qui en savait sans doute trop sur la pourriture interne du PAM au Burundi. Comment pourrais-je jamais oublier cet orphelinat de Gitega, où je me rendis un jour en compagnie de la princesse Esther Kamatari pour y apporter quelques sacs de farine de maïs, de légumineuses et autres bidons d'huile végétale. Ce centre était tenu par une association montée par des dames de bienfaisance de la bonne société de cette ville, aujourd'hui redevenue capitale du Burundi. Parmi les enfants, j'y découvris un garçon d'une dizaine d'années qui avait été laissé pour mort sur un tas de cadavres après un massacre. Cet enfant avait reçu un coup de machette sur le front. Son horrible blessure fut malgré tout recousue, mais il manquait un morceau d'os frontal. Je pus voir à travers la peau battre les veines de son cerveau. Sa vie ne tenait donc qu'à un fil. Je pris sur moi de noter les détails le concernant
que je transmis à la chaîne de l'espoir. Des années plus tard, j'appris que ce garçon avait été envoyé en France, où il avait été opéré avec succès. Une prothèse osseuse, sans doute à base de corail, avait été implantée pour remplacer le morceau d'os frontal manquant. Après sa convalescence dans une famille française, il put rentrer dans son pays. Je pense souvent à lui. Qu'est-il devenu? Il doit avoir une trentaine d'années à présent. Je garde aussi un souvenir impérissable de l'extraordinaire vitalité des athlétiques tambourinaires. 22 années plus tard, je garde la nostalgie du son rythmé des tambours barundi et du goût des ndagala, c'est-à-dire du petit fretin frit dégusté en contemplant d'incomparables couchers de soleil sur le lac Tanganyika. C'est sur le son de ces tambourinaires du Burundi, chers amis auditeurs, que je vous dis à la semaine prochaine.